Allez, donc l'idée, c'est on va commencer gentiment par une présentation. On est d'accord les gars, honneur aux dames. Donc on est très heureux d'être là. Merci beaucoup Julien pour l'invitation. Avec plaisir. Donc Élodie Mogé, moi j'ai 36 ans, je suis agent immobilier depuis maintenant 3 ans, entre Lyon et Vienne. Vienne en gros, en termes de nombre d'habitants, c'est Bressuire plus 10 000 habitants à peu près. Donc pour ceux qui voudraient connaître un petit peu plus les choses. Et puis en présentation, voilà, je travaille en binôme avec Maxime, mon mari, dans la transaction uniquement. Donc, bonjour à tous, donc, moi c'est Maxime, j'ai 40 ans. Ça fait 5 ans que je fais de l'immobilier, voilà, en couple avec Hello, on va dire dans la vie et puis aussi professionnellement. Donc ça c'est chouette, on s'éclate. Donc on essaiera de vous expliquer tout ça, de comment ça fonctionne en tout cas. Voilà. Un début d'euphorie. Alors c'est mon tour. Benoît, moi j'ai 37 ans. Je suis en région parisienne, Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Je suis conseiller dans un réseau de mandataires, donc Safety, depuis 9 ans. Je viens pas du tout de l'immobilier. J'ai une formation en hôtellerie-restauration, donc j'ai fait mes études. Je suis allé en master que j'avais fait en Angleterre. Et je suis parti de zéro pour arriver devant vous aujourd'hui, en tout cas. Que dire de plus? Tout va bien. On est bien ici. Merci pour l'invitation. Avec plaisir aussi. Voilà. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Igal. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre le prénom, il doit être marqué sur l'écran. Non, il n'y est plus, manque de bol. Merci Julien. Il va y être. Merci. Et bien, comme mes compères en reconversion également, dans l'IMO depuis 8 ans pour un réseau national. Tu peux dire. Oh, pas forcément, Century 21, ok, d'accord. Mais voilà, donc en reconversion, effectivement, depuis 8 ans, j'ai 2 enfants et conseiller jusqu'à il y a quelques mois en transaction. Et dès demain après-midi, donc agent immobilier avec une agence en transaction, location, gestion et futur syndic aussi. Voilà. Qui veut commencer par nous parler de son parcours? Igal, je sens qu'il veut commencer Igal. Allez, merci, c'est cadeau, c'est pour moi. Plaisir d'offrir. Donc, je vous dis, j'ai 44 ans. J'ai été pendant près de 14 ans agent général d'assurance. Et puis, à un moment donné, il a fait faire un choix entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et à contre-cœur, j'ai arrêté le domaine de l'assurance. Et à 10 mètres à droite de mes bureaux, il y avait une agence Century 21. Je ne connaissais pas le métier. Je ne connaissais pas l'immobilier. J'étais à mon compte, c'était une agence qui recrutait en tant qu'agent commercial, donc autant te dire que tout était nouveau pour moi et inconnu, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Dans tous les cas, j'ai tout à perdre à titre personnel, à titre professionnel, j'ai tout à prouver. Donc en fait, je me suis lancé dans l'aventure en janvier 2014, et en fait, j'ai accroché de suite, j'ai pas du tout regretté, ça a été très facile, dans la mesure en fait où on m'a dit, voilà, il y a une méthode. Soit tu dévies de la méthode et tu fais au talent, mais c'est compliqué de vendre au talent. Sincèrement, c'est fatigant. Soit on applique la méthode et il y a des standards et des basiques qu'il faut respecter. Et du coup, tout devient beaucoup plus simple quand on les applique. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a une méthode où un interviewé disait qu'il y a 20% de méthode, mais si effectivement on n'est pas en mesure de l'appliquer, ça ne sert à rien. Donc voilà pour le parcours. Donc, j'ai été conseiller dans une agence sur Aubagne, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pendant 8 ans. J'ai certains de mes confrères ici que je connais où j'ai eu la chance effectivement de performer assez rapidement. Et là, le risque, c'est pas effectivement de tomber dans le piège de prendre la grosse tête. C'est un métier où il faut rester vraiment très humble. Et on a à la fois une équipe et aussi la famille qui nous reste les pieds sur terre. Et voilà, donc c'est un super métier. C'est même pas un métier, c'est une passion d'ailleurs, très clairement. Sinon, on ne pourrait pas faire 14 heures par jour, c'est juste impossible. Mais voilà un peu mon histoire. Donc, je ne suis pas forcément de ce métier à la base, mais on dit souvent qu'on y vient par hasard et puis on y reste par passion. Dans mon cas, ça s'est vraiment confirmé en fait. Voilà. Alors, pour ma part, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas un parcours en formation immobilière. J'ai commencé du coup l'immobilier à 27 ans, 28 ans. Mon dernier poste était chef de rang dans une brasserie de luxe à Paris.
Et je me rappelle toujours cette image où je remplissais les corbeilles à pain entre les deux services pour préparer les paniers de pain en fait, que je devais servir aux clients. Et le changement de vie qui a été le mien a été effectivement inattendu. J'avais soif de réussite et d'ambition, bien sûr, mais surtout j'avais envie de gagner ma liberté. Et les contraintes de ma vie précédente ne me convenaient plus, au-delà après bien sûr du salaire et de tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, j'ai fait ce choix de rentrer dans l'immobilier à ce moment-là. Et pourquoi moi, réseau de mandataires plutôt qu'une agence? C'est un concours de circonstances parce que j'ai eu des croyances limitantes à mon démarrage où je me suis dit, mon père était dans le bâtiment, donc déjà c'est vrai que j'avais une sensibilité avec la pierre, avec un petit peu la construction et tout ça, mais je voulais surtout pas faire son métier. J'avais fait quelques stages avec lui et faire des carrelages de salle de bain et poses de lavabo. C'était pas pour moi, j'étais pas un gros manuel. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis rentré dans l'immobilier, voilà. Par passion, et puisque voilà, je suis assez commercial et j'ai une facilité à tisser du lien avec les gens et à être proche d'eux pour justement créer un petit peu la confiance nécessaire pour travailler ensemble. Et voilà, donc Safety, réseau de mandataires, parce qu'ils prenaient sans diplôme et ils formaient sur le tas. Donc voilà, il y avait module de formation et comme disait Igal, on suit la méthode, bêtement, discipliné et on va voir ce que ça donne. Donc moi je m'étais donné 1 an pour réussir. Et si ça ne marchait pas, je retournais à ma vie d'avant. C'était le deal. De toute façon, mon autonomie financière ne me permettait pas d'aller plus loin que ça. Mais je me suis condamné à réussir parce que c'était une passion et j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé ce métier. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à faire mes premières ventes, premières recommandations. Et c'est vrai que ça fait maintenant depuis 7 ans que je suis dans le top 5 de ce réseau avec des résultats. Voilà, ma première année... 55 000 € TTC, très modeste, très, très dur. Et après, ça fait que monter progressivement. Donc le parcours, en fait, ça a été un apprentissage tout au long. Et même maintenant, on apprend toujours. Donc voilà, on n'a jamais fini d'apprendre. Et je suis loin d'être parfait. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre et à me perfectionner. Donc voilà, en gros. Donc moi, pour ma part, en fait, j'ai eu beaucoup de changements finalement dans ma vie pro, puisque au départ, je me destinais à être enseignant-chercheur, puisque j'ai un master d'ingénierie du matériel sportif, donc très enclin justement à devenir agent immobilier, comme vous le voyez. Ensuite, je me suis dit que ce n'était pas forcément ma voie. Je me destinais vraiment à travailler aussi à un moment donné en R&D avec Decathlon, donc j'adorais le sport. Et de fil en aiguille, finalement, j'ai répondu à une annonce qui n'avait rien à voir pour travailler dans les magasins Decathlon, où j'ai fait un parcours pendant 6 ans jusqu'à être directeur adjoint. Ce qui m'a vraiment motivé, en tout cas, c'est que je voulais vraiment travailler dans un secteur qui me plaise et que je prenne plaisir finalement au quotidien. Et puis, au fur et à mesure, je prenais un peu moins de plaisir au quotidien à travailler. Et j'ai été débauché par une boîte qui s'appelle Richardson, qui, je crois, est un peu plus connue d'ailleurs ici, parce que c'est une boîte qui est du côté de Marseille. C'est un des distributeurs de chauffage et climatisation, où j'étais responsable d'exploitation de plusieurs agences. Et à un moment donné, même chose, je me suis embêté et c'était en voyage de noces où finalement j'ai annoncé à Hello, j'ai dit mais écoute, ça va pas, je m'ennuie dans mon métier, donc je souhaiterais donner un autre tournant à ma carrière, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et Hello, elle m'a accompagné, elle m'a dit écoute, vas-y, je te suis quoi qu'il arrive. Et c'est là où aussi ça peut être intéressant, puisque j'ai pas commencé en tant qu'agent immobilier, j'ai toujours voulu avoir en tout cas mon entreprise, et j'ai commencé à créer une boîte de domotique qui a marchouillé, on va dire, pendant 1 an, où on arrivait finalement à sortir des bénéfices, mais où je ne me faisais pas plaisir, puisque les gens m'appelaient plus pour des mises d'alarme que la domotique. Donc en clair, je ne kiffais pas. Et quand j'avais démissionné de chez Richardson, je me suis dit, j'avais toujours dans le coin de la tête finalement d'être agent immobilier. Mais ce n'était pas mon choix premier, finalement. Et je suis rentré dans un réseau, donc le réseau Optimum, où j'ai travaillé pendant 4 ans chez eux, c'est ça. Donc 3 ans tout seul. Elodie vous expliquera ensuite la dernière année, donc la 4e année avec Elodie, où on a travaillé tous les deux en binôme. Parce que j'ai eu la chance
Et en tout cas, j'ai donné assez d'énergie pour, à un moment donné, à partir de 3 ans, avoir finalement trop de business à gérer pour moi tout seul. Et je devais avoir une deuxième personne. Et bien sûr, l'évidence, c'était qu'Elodie me rejoigne dans l'aventure. Donc on a fait ça pendant 1 an chez Optimum en tant que mandataire. Et depuis 1 an et 2 mois, hein, c'est ça, on a lancé notre propre agence en travaillant sur notre carte T. Quand je dis notre propre agence, on n'a pas d'agence physique d'ailleurs, hein, on travaille sans enfin, on est non vitré, quoi, on va dire. Voilà pour le petit parcours. En fait, ce qui est rigolo dans les 3 présentations qu'il y a eu avant, bon, il y en a une des 3 que je connais un petit peu plus, hein, c'est qu'on se rend compte qu'il y a la notion de kiff dont tu parlais, Julien, et il y a la notion de passion. En fait, quand Maxime m'a annoncé, encore une fois, un voyage de noces, je ne sais plus combien de kilomètres de la France, de « je m'ennuie, je veux changer », moi, j'avais à l'époque un métier dans lequel j'étais hyper passionnée et j'ai compris en fait tout de suite qu'il manquait quelque chose sur toutes les années qu'il avait eu avant à faire quelque chose qui était top, mais qu'il manquait ce grain. Il y avait un grain de sable, il y avait un truc qui passait pas. Donc c'était logique pour moi, de par ma situation aussi financière, parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui se posaient la question, et Sébastien en a parlé, je crois que beaucoup dans la salle sont des reconversions pro, d'avoir cette sécurité d'un côté pour que Maxime puisse se lancer. Moi, mon parcours, j'ai fait un BTS négociation relations clients, j'ai fait une école de commerce et j'ai bossé 10 ans dans le marketing et la formation à l'international. Et au bout d'un moment, quand Maxime m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop pour un seul homme. Je me suis dit j'avais fait 10 ans, je voyageais beaucoup, c'était ça qui commençait à me peser à ce moment-là. Et pourquoi pas ? Donc voilà. Et on va vous parler de la suite après. Ok, merci. Donc ouais, le résumé, comme disait Elodie, c'est vraiment ce qu'on a entendu, c'est de la passion. Déjà, c'est 3 reconversions. De toute façon, finalement, la reconversion, elle existe. Parce que même si, ce qui est mon cas, produit d'immobilier, mais j'étais en reconversion étudiant, passe à entrepreneur, c'est une putain de reconversion, c'est une fracture en fait. Donc du coup, on est tous en reconversion parce qu'on n'est pas né agent immobilier. Et on retrouve passion, travail, vous avez parlé de process, donc c'est vraiment des choses qui parlent et qui sont pour moi axées professionnalisme. Depuis quand êtes-vous dans l'immobilier ? Ça, on a déjà répondu à la question. Ce qui est intéressant dans l'échange, c'est qu'on va balayer un petit peu et surtout de laisser au moins 20 minutes d'échange avec les participants. Comment êtes-vous arrivé dans l'immobilier ? Vous l'avez aussi fait. Bon, on a fini en fait, merci à vous. Un truc qui va les intéresser. Mettez vos dictaphones, vous pouvez enregistrer. Quels sont les secrets de votre réussite ? Qui se livre en premier ? Avec mon chapeau, hein, forcément. Les secrets de la réussite, le travail, l'engagement, mais surtout la différenciation, quoi. Il faut que vous soyez différent par rapport à vos concurrents. Ça peut être dans une tenue vestimentaire, dans une attitude, dans une confiance en soi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait forcément confiance en moi. Enfin, en tout cas, de base, j'étais même celui qu'on choisissait en dernier dans les groupes de sport, vous savez, au collège, où on fait des lignes, capitaine. Je n'étais pas très physique, donc voilà. Mais je me suis forgé cette carapace. Et en rendez-vous vendeur, quand j'arrive, en tout cas, c'est moi qui mène la danse. Et c'est la confiance que je dégage. Alors, la ligne est très... il faut faire attention, effectivement, à ne pas être dans la surconfiance. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une différenciation que j'ai. Et après, je pense aussi, il y a le parti humain, il y a le parti connexion avec les gens. Et c'est un feeling, en fait. Donc, quand vous rentrez avec un vendeur, il va falloir s'adapter. Et ils sont tous différents. Ils sont peut-être pas forcément dans ma personnalité, mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, voilà, c'est le son casse. C'est vraiment, en 5 minutes, avoir cette intelligence émotionnelle pour pouvoir capter, en tout cas, où on va. Et la chance que vous avez dans l'immobilier, en tout cas moi je trouve, c'est que quand vous rentrez chez un vendeur et que vous êtes dans son appartement ou dans sa maison, vous voyez de suite à la décoration, à comment le bien est tenu, dans quelles conditions ils vous reçoivent, est-ce qu'ils vous proposent quelque chose à boire, pas du tout. Et en fait, ça va vous donner en tout cas la ligne d'attaque pour le reste. Et après, normalement, ça se passe tout seul, quoi. Continuez. En gros, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Si on devait résumer pour moi les secrets de la réussite, je pense qu'il y a 3 mots qui sont clés dans notre métier. La persévérance. Je pense qu'on s'est tous lancés à un moment et on s'est dit que les 12 premiers mois, en gros, il ne faut pas trop se poser la question de regarder en arrière, de savoir ce qui se passe. Et ça, c'est hyper important. L'abnégation aussi, parce qu'on travaille avec de l'humain. Donc il y a certaines situations qui sont top, certaines qui sont un petit peu plus difficiles à gérer. Et ça, du coup, ça emmène sur... Enfin, je pense un des secrets qui est le plus important pour pouvoir réussir et perdurer, je pense que c'est important aussi, c'est la remise en question permanente.
parce qu'on a un métier où tous les jours on est confronté à des situations différentes, et si vous n'êtes pas capable d'analyser et de vous remettre en question au quotidien, je pense qu'il y a un moment, il y a un blocage, et vous ne pouvez plus avancer malgré la passion et malgré l'envie. Donc voilà, si on doit résumer, je pense que remise en question, c'est un des gros secrets pour réussir dans ce métier. Ok. Moi, je pense qu'il faut. Il y a aussi la curiosité finalement, parce que on est dans un métier où on apprend effectivement toujours au quotidien, il y a de l'humilité. Et moi, ce que j'aime vraiment faire finalement, c'est aussi savoir finalement ce que les autres confrères font. Je m'en cache pas, dans le réseau Optimum où j'avais beaucoup de copains, de collègues, on apprend systématiquement d'eux. Et ce qui est bien finalement, c'est que plus vous prenez des choses, plus vous les mettez finalement aussi à votre sauce justement, à vous, selon ce que vous souhaitez faire, retranscrire au client. Et ça, vraiment, ça fonctionne. Il y a aussi une capacité d'adaptation finalement face à la personne que vous avez devant vous, puisque forcément, elle est en attente de différentes choses. Il faut une certaine intelligence émotionnelle, je pense, et une adaptation. Ouais. Et puis bien sûr, derrière, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de travail aussi, pas mal d'heures. Et au départ, je pense beaucoup de travail justement de prospection, qu'on doit toujours faire, même après plusieurs années. Mais ce gros travail-là, qui est quand même un travail un peu moins sympa à faire, il est vraiment primordial en tout cas. Je vais passer outre les secrets techniques ou méthodes, comme tu veux, Julien. Mais ça, c'est voilà, soit on les apprend, on les applique. Mais je vais surtout axer sur en fait, deux traits de caractère et que je m'impose tous les jours et que je demande à mes conseillers d'avoir aussi. On m'a appris, et je sais que Christophe, que j'ai aperçu dans la salle, comprendra de qui je parle. On m'a dit un jour, pour pas être comparé, il ne faut pas être comparable. Et c'est tellement vrai. Tout à l'heure, tu le disais. C'est qu'il ne faut surtout pas chercher à faire comme tous les collègues, comme tous les confrères, pour ne pas dire concurrents. Parce qu'on est sûr qu'on sera mis dans le même panier en fait. Et si on veut que le client nous remarque et qu'il nous repère dès le départ, c'est garder cette ligne en tête. C'est je ne fais rien comme les autres. Ça ne veut pas dire que je fais mal, mais je fais différemment et ce qui va en fait marquer mon client. Et le deuxième point important, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé, je n'étais pas du tout de l'immobilier. Donc c'est soit je me tapais la tête contre les murs, soit j'avançais. Et donc je n'ai jamais eu d'a priori, ni sur les clients, ni sur mes capacités. Ça ne veut pas dire que je me sens imbattable. Ça veut dire que même si effectivement je ne me sentais pas capable, je ne le montrais pas aux clients et surtout pas d'ailleurs. Donc voilà, pas d'a priori et pas être comparé, pas être comparable, c'est vraiment mes deux secrets au quotidien. Il n'y a rien de fou. Tout à l'heure, Julien nous disait, voyez, si on vous dit que le client lambda doit être, le conseiller lambda doit être sympa et jovial, c'est à la portée de tout le monde. Ben là, c'est pareil. Et il n'y a rien de technique et rien de compliqué en fait. Mais je m'impose ça systématiquement avec mon équipe, avec mes clients, avec mes partenaires, avec mes confrères, avec tout le monde. Ouais. Ok, merci. Question suivante, on va parler de l'échec. Un petit peu voir chacun et chacune, enfin tous les quatre, le rapport que vous avez au quotidien ou que vous avez eu à un moment donné avec l'échec. L'échec, il est essentiel dans l'entrepreneuriat et dans notre métier. On fait partie des rares métiers, finalement, où on subit plus d'échecs, soyons clairs, que de réussites, puisque entre le nombre de simulations qu'on fait, plus après le nombre de visites qu'on fait pour finalement vendre un bien, on a beaucoup plus d'échecs. Je pense que c'est hyper important, justement, de se dire, tiens, qu'est-ce que parfois j'ai mal fait en tout cas, de se dire, qu'est-ce que je peux adapter, et systématiquement une remise en question, avec encore une fois beaucoup d'humilité. Je pense que l'échec, il est inhérent à notre métier, on doit l'accepter et on doit s'en nourrir justement pour... et j'ai même envie de dire, plus on fait d'échecs, enfin plus on subit d'échecs, plus il y a des choses à revoir et très rapidement, mieux c'est finalement dans l'apprentissage. Ok. Ouais, pour compléter, c'est ça, je pense que l'échec, il est constructif. Faut juste veiller à ce qu'il ne soit pas reproductible, parce que c'est là où ça peut devenir compliqué. Mais dans la notion d'échec, on en retire toujours quelque chose à apprendre pour mieux faire la fois d'après. Et oui, c'est clair que c'est un des métiers, ce que tu disais, un des métiers où on se trompe le plus avant de réussir une fois. Donc, nous, aujourd'hui, sur le parcours, avant on était 2, maintenant on a une équipe, et les collaborateurs savent, et s'ils étaient là aujourd'hui, ils vous diraient, on leur dit qu'il faut se tromper. C'est en se trompant qu'ils apprennent, et c'est comme ça demain, après, que vous êtes meilleur au quotidien dans votre métier pour accompagner vos clients. Ok. Ouais, c'est ça, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est plus j'échoue, plus j'apprends, quoi. Il y avait une citation à ce sujet, donc moi c'est pareil. Forcément, quand j'ai débuté, je me suis planté pas mal de fois.
Surtout que, bon, moi, c'est un modèle un peu différent parce que le modèle des mandataires en région parisienne, en 2012, quand j'ai commencé, autant vous dire que des portes, j'en ai pris et des noms, ça ne m'intéresse pas, voilà, j'en ai bouffé. Mais on apprend, on rebondit et c'est le mindset après, quoi. Il faut être convaincu pour être convaincant. Donc, convaincant, oui, c'est ça. Donc, l'échec est primordial, effectivement, pour se remettre un petit peu au niveau du sol et apprendre. Donc, on avance comme ça et plus vous allez échouer, plus vous allez apprendre. Vous n'allez pas recommettre les mêmes erreurs. Et voilà. Mais ça fait partie encore de mon quotidien et je n'ai pas 100% de conversion de mes estimations. Donc, ça pose réflexion, ça pose des remises en question. Mais après, c'est comme ça, on ne convient peut-être pas forcément à tout le monde non plus. Donc moi, j'accepte cette partie-là, de me dire, je vais essayer de travailler avec des personnes qui me correspondent et avec qui j'ai envie de travailler. Et si je me plante, par contre, bien sûr que je prends les leçons à en tirer pour moi-même et pour essayer de m'améliorer, tout simplement. Ok. Alors, le rapport à l'échec, il est plutôt humain, dans mon cas. On a tous connu le cas, en fait, déjà pour savoir qu'on est en échec, il faut déjà savoir se remettre en question. Et c'est compliqué pour nous, conseillers, de le faire. On ne va pas se leurrer. Généralement, quand on ne prend pas un mandat ou qu'on ne prend pas une offre, on dit de manière facile, le client est con, j'ai tout fait, et il m'a dit non. Bon, peut-être qu'on ne s'est pas dit que c'est nous-mêmes qui étions cons, en fait, et qu'on a merdé quelque part. Et je me souviens, en fait, mon premier mandat exclu que je devais prendre, le client me dit oui pendant une semaine. Et au R2, il me dit non. Je rentre à l'agence énervé et ma manager me dit qu'est-ce que tu as ? J'ai dit écoute, j'ai tout fait comme il fallait, j'ai été extra. Et il m'a dit non, c'est un con, tant pis pour lui. Sauf qu'en fait, elle a appelé le client et le client m'a démonté parce qu'il m'a dit, il m'a pris de haut, il a été hautain, il s'est pris pour le plus beau, le plus fort. Et en fait, on a tendance tous à faire ça, mais pas à le reconnaître. Donc l'échec m'a appris à grandir de manière humaine. Et généralement, quand j'échoue, je me dis maintenant, c'est plus la faute des autres, c'est que j'ai forcément raté quelque chose quelque part. Et j'essaie de savoir à quel niveau pour ne pas recommencer après, en fait. Voilà. Ok. Bon, tout le monde est d'accord ici pour en fait avoir une connotation positive autour de l'échec. C'est-à-dire que l'échec nous fait grandir, l'échec nous fait apprendre, l'échec nous fait nous remettre en action, nous améliorer. Donc c'est intéressant parce que le fait que vous le disiez, ça va parler à 90% des personnes qui sont agents immobiliers, conseillers immobiliers ici, de dire que c'est pas de la théorie, c'est de la réalité en fait. Que l'échec, ouais, il est nécessaire, il est même très très bon quand on commence et même quand on croit qu'on est en train de s'envoler. Donc je trouve que c'est bien que limite de prôner l'échec, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et que vous disiez, je trouve que c'est bien pour tout le monde et on grandit tous et toutes avec ça. Comment vous trouvez l'envie de vous surpasser ? Là, vous avez fait tous les trois des extrêmes belles performances, c'est-à-dire on ne parle pas de belles performances, on parle de top performance. On parle en année comptable en général, peu importe, on est du 1er janvier au 31 décembre ou alors de juin à juin. On repart à zéro. Qu'est-ce qu'on se dit ? Vous repartez à zéro. Année comptable, tu as fait ton chiffre. Ok, motivation, on va où ? On va chercher ça où ? Je pense que c'est vraiment de la mentalité, en fait. C'est-à-dire qu'on peut repartir des zéros ou commencer en milieu d'année ou changer de région. Tout à l'heure, tu évoquais le cas. Je pense que c'est vraiment la mentalité, c'est qu'on est compétiteur dans l'âme, au même titre que les sportifs. Et d'ailleurs, beaucoup de sportifs que j'ai auprès de moi en conversion, dans ce milieu, excellent parce qu'ils ont cette mentalité effectivement de ne jamais abandonner et de se dire toujours je vais dépasser mon objectif pour faire toujours mieux. Donc je pense que la mentalité c'est soit on l'a, soit on se la forge avec les années en se disant j'ai été capable de faire ça. Tout à l'heure je donnais l'exemple, on est en conversion, on fait un petit chiffre, on se dit finalement est-ce que je fais pour ça ou pas, et on se dit finalement je donne une seconde année pour me montrer que je peux le faire. Et je pense que c'est plus effectivement de la mentalité et un peu de la fierté aussi en se disant je ne peux pas faire moins que l'année précédente, sinon je serais justement en échec. Alors on revient toujours à ça. Mais je pense que la mentalité, on l'a pour se dire tiens, j'ai fait ça cette année, naturellement l'année prochaine, je me fixe tel objectif. Alors quand on est conseiller, ça peut être en chiffre d'affaires, et puis après ça va être en termes de management, de nombre de conseillers, ce qu'on veut. Mais je pense qu'on est tous ici des compétiteurs. Ne serait-ce que d'être présent ici, il y en a qui ont fait apparemment 9000 km. C'est juste énorme. Donc ça donne déjà la mentalité qu'on a tous aujourd'hui et je pense que c'est devenu naturel du coup. Ok. Alors moi, si je peux parler de mon expérience, je peux te dire que je suis reparti à zéro à 9 reprises, puisque j'attaque ma 10e année donc, en tant que mandataire. Et chez nous, chez Safety, forcément, tous les 1er janvier, on repart à zéro. Donc on est sur des paliers de rémunération progressifs. Et c'est toujours chiant de se dire putain, on va retomber
à zéro l'année suivante? Est-ce que je vais arriver à faire le même volume de chiffre d'affaires? Et on a cette crainte au début parce qu'on se dit tout est éphémère et la réussite qu'on a sur les premiers mois, la première année, elle est pas consolidée parce que du coup, par expérience, moi je sais que c'est à ma 3e année d'activité qu'on commence vraiment à sentir tout le travail et tout ce qu'on a semé sur les premières années, les 2 premières années, ça va commencer à payer. Alors pour certains, ça va plus vite. Moi, en région parisienne, ça a été un peu plus lent pour moi. Mais du coup, c'est les partenariats, c'est les commerçants, c'est les prescripteurs, les collègues aussi qui peuvent commencer à nous envoyer un peu des recommandations. Donc finalement, le chiffre se reconstruit naturellement. Et puis de toute façon, on a cette mentalité d'entrepreneur où, comme tu disais, il est hors de question en fait, que l'année suivante, on soit en descente sur le chiffre. On va essayer de faire mieux, même pas pareil, mieux. Voilà, donc ça, Claire, c'est le seul truc que je peux témoigner par rapport à mon ancienneté, c'est qu'à un moment, quand vous arrivez à 3, 4, 5 ans, si vous avez fait le job, a priori, ça tombe tout seul et vous n'avez plus qu'à ramasser. C'est que vous êtes référent sur votre secteur, moi c'est le cas sur le mien. Voilà, il y a toujours des concurrents, il y a toujours voilà, des personnes qui peuvent bien sûr récupérer aussi des mandats. Mais si vous faites ce travail, si vous forcez pendant les premiers mois, la première année, les 2 premières années même, je dis, moi j'ai des équipes aussi et je leur dis toujours accrochez-vous pendant 2 ans. Et après, vous allez voir, ça va payer. Et je prends souvent mon modèle parce que ma croissance, elle a explosé à l'année 3. Année 4, 5, 6, après, c'est parti. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur de la remise à zéro. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et puis, ça doit être source de motivation, justement. Et surtout, après, il faut garder la tête froide et pas commencer, effectivement, après, à monter dans le péché d'orgueil, quoi. D'arriver chez le client et mettre les pieds sur la table et dire bon alors maintenant c'est exclusivité à ce prix-là, merci, au revoir. Pas du tout. Mais voilà, en tout cas, la remise à zéro ne doit pas vous faire peur. Ça doit vous booster. Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut être, alors malsain, c'est pas le mot, mais j'arrive pas à trouver le mot, qui peut être compliqué dans notre métier, c'est peut-être une notion de routine. Vous allez lancer votre semaine, vous allez aller prospecter, vous allez faire des rendez-vous d'estimation, vous allez rentrer des mandats, il faut faire des visites, les rendez-vous notaires et autres. Et je pense que la notion de se surpasser, c'est toujours de se dire que cette routine-là, il faut être capable de la casser. Après, c'est vous qui mettrez le rythme, mais le fait de casser cette routine-là et de toujours aller en curiosité, toujours vous cultiver sur qu'est-ce qu'on peut faire différemment dans le métier, je pense que ça peut vous donner des billes sur l'année d'après pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour augmenter. Là, on parle de chiffre d'affaires, mais on peut parler aussi d'avis client. Enfin, l'idée de se surpasser dans son métier, oui, il est au niveau financier parce que forcément, c'est notre job, mais il y a plein d'aspects que vous pouvez mettre en place de façon naturelle et simple. Et rien que casser la routine, je pense que ça amène au surpassement de soi pour être meilleur et ou plus performant l'année d'après. Je dirais pas mieux, hein. C'est une question de mindset, de toute façon. Le chiffre d'affaires, c'est aussi la conséquence finalement de ce que vous mettez en action. C'est-à-dire que nous, le chiffre d'affaires, on l'a regardé finalement à un moment donné quand on était chez Optimum. Très clairement, la dernière année, on avait projeté, on s'était mis un challenge pour être les plus gros performeurs sur réseau, mais ça n'a jamais été trop ce qui nous animait vraiment. Aujourd'hui, ce qui nous anime plus aussi, c'est le développement d'équipe. Mais je dirais que ce qui, moi en tout cas personnellement, me pousse vraiment au quotidien, c'est de m'améliorer vraiment et d'avoir une meilleure version de moi-même finalement que ce que j'avais hier, quoi. C'est juste ça. Ok. Si je peux rajouter quelque chose aussi, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est pas mal en fait. Ce qui va vous arriver avec les années d'ancienneté, c'est que vous allez plutôt chercher l'efficience plutôt que l'efficacité. Non, l'efficience, c'est le mot vraiment où vous allez tirer des leçons de toutes vos années d'expérience et quand vous remettez à zéro, vous allez dire, bon, j'ai fait ça, c'était pas bon, je vais plutôt faire ça. Et en fait, vous allez prendre tous les raccourcis. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce chiffre-là sans assistante tout seul. C'est vraiment, en tout cas, de maîtriser tous les process pour perdre le moins de temps possible sur chaque action de ma journée. Et ça, par contre, ça s'acquérit avec l'expérience, avec le temps, les échecs. Et tout ça, ça va vous construire. Donc, voilà. Je voulais juste finir. Ça, c'est important, je trouve. Ok. L'efficience, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est vraiment, nous, c'est un truc qu'on aborde beaucoup dans la structure. C'est toujours, voilà, efficience, productivité, minimiser les ressources pour arriver au même résultat. Et ça doit être une obsession, en fait. C'est même pas, en fait, un but, ça doit être une obsession. Tout ce qu'on fait, raccourcir les process, améliorer. Et en plus de ça, l'efficience, elle mène à la sérénité. Et au confort, ouais. Et au confort. L'exclusivité, tout va avec après, ouais. Ok. Merci à vous. Comment aujourd'hui vous conciliez, alors, pour vous, c'est nous, on va vous laisser. Voilà. La vie pro et la vie personnelle. Et vous avez des bouteilles d'eau aussi, je vais vous parler un petit peu si vous voulez.
on va commencer peut-être en tant que couple à la vie pro et à la vie perso. On va pas se cacher, hein, l'immobilier, ça rythme nos journées du matin jusqu'au soir. Je pense que c'est la chance qu'on a aujourd'hui avec Maxime à travailler ensemble, c'est qu'on est hyper complémentaires dans le métier. Donc ça, je trouve que c'est une force. Déconnecté à 100%, on a du mal. Toi plus que moi. Je pense que ce qui est important quand même, c'est de s'octroyer 2-3 moments forcément où on met l'IMO un petit peu de côté. Mais après, c'est toujours une question de curseur et d'équilibre. Tant que votre curseur, même si c'est le vôtre, et que sur le fait d'être pro-boulot, il est là, et que l'autre, ça lui va, après, vous jaugez et vous mettez le curseur où il est. Donc je pense que ça s'équilibre plutôt bien pour nous. Ouais. Complètement. Puis c'est vrai qu'on a une chance incroyable, c'est que finalement, c'est un peu comme si on partageait une passion au quotidien ensemble. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est sûr que la déconnexion est très compliquée. On parle boulot, on parle entreprise toujours, mais on n'a pas l'impression de bosser. Comme tu disais, Julien, à un moment donné, tu tapes des heures, mais tu n'as pas l'impression de bosser. En fait, tu t'éclates, c'est cool, tu te fais plaisir. Donc c'est une grande chance qu'on a en tout cas à ce niveau-là. Et c'est peut-être même plus compliqué d'ailleurs, vous allez nous expliquer, parce que quand tu as un métier de passion et que tu parles boulot, tu ramènes franchement, finalement c'est plus compliqué. Elles nous aiment, nos femmes, elles nous aiment. J'y vais, ouais. Bon, moi, ma femme n'a rien à voir dans l'immobilier. Je suis avec elle depuis 9 ans. On s'est rencontrés au tout début, donc pas de souci de ce côté. Donc non, forcément, c'est 90% des conversations. Alors, on coupe bien sûr le soir et on essaie de faire autre chose, mais forcément, l'immobilier prend une place très importante dans notre quotidien et heureusement, elle arrive à composer, elle arrive à me laisser place. Donc c'est un jeu d'équilibre en fait. Après la vie personnelle, voilà, moi j'ai une petite fille depuis qui a 19 mois, donc ça a été un gros changement. Forcément avec les volumes de production et de travail que j'ai, c'est toujours un équilibre à trouver. Mais c'est du bonheur, c'est du plaisir. Donc la vie personnelle est très importante. Il faut avoir une vie sociale, il faut passer du temps avec sa femme ou son mari, passer du temps avec ses enfants. Voilà, moi cette année, je prends plus de visites à partir de 18h, je passe du temps avec ma fille quand elle rentre, je vais la chercher à la crèche. Bon, après, voilà, on s'organise différemment. Et puis, la manière dont vous allez construire votre activité, sur l'exclusivité, sur tout ça, c'est du confort. Donc, derrière, ça vous permet de gérer votre vie privée comme vous la voulez. Donc, pour le coup, moi, ça tient bien, ça marche bien. Maintenant, c'est pas facile tous les jours parce qu'on ramène souvent le boulot à la maison, les problèmes. Et voilà, on a une vente qui saute alors qu'on était sûr, une rétractation, on est énervé, on passe une soirée de merde. Chacun est de son côté parce que, voilà, c'est pas bon. Mais le lendemain, on repart, quoi, et on efface tout, et c'est bon. Voilà. Ok. Voilà. Alors... Là, il va y avoir un truc qui a l'air pas mal. Là. Je sens une énergie bizarre. Là. Je l'avais pas vu, celle-là de question, quand tu m'as envoyé. J'avais zappé. Vie perso et vie professionnelle. Alors, ma vie professionnelle m'a coûté ma vie perso. Ça, au moins, c'est fait, c'est dit. Mais du coup, ça m'a permis de rectifier le tir avec mes enfants et de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc il y a des semaines où je bosse 6 heures par jour, donc autant vous dire que les journées sont très condensées et très courtes. Et d'autres semaines où je bosse 14 heures par jour, mais même avec 6 heures par jour, ça n'empêche pas de faire en fait du chiffre de l'activité pour une simple et bonne raison, c'est que je sais m'accorder du temps avec mes enfants, avec mes loisirs, pour être bien après au boulot, c'est vachement essentiel. Je me suis dit qu'en passant 15 heures par jour au boulot, j'allais surperformer, alors ça tient mais 1 an, parce qu'après on craque. Mais n'hésitez pas vraiment à vous accorder du temps pour vos passions, pour vos conjoints, vos enfants, parce que si on n'est pas équilibré à la maison, on ne l'est pas au bureau, c'est pas vrai. On arrive tendu, on arrive en retard au point fixe ou chez les clients, enfin, on n'est pas comme il faut. Et en théorie, on dort en vie immobilier, ce qui veut dire que même si vous avez une vie familiale et des passions, comme au quotidien, tout votre entourage et tout votre secteur sait que vous êtes dans l'immobilier, si vous prospectez intelligemment et pendant des années, c'est notre cas j'imagine, on le fait mais différemment, c'est-à-dire qu'on ne tape plus aux portes maintenant pour dire ce que vous voulez vendre, ça c'est fini. Est-ce que tes enfants vont prospecter avec toi? Non, non, absolument pas. Non. Il y en a plein qui le font. Hein. Ouais, mais non. Je scène les deux par contre. Et je disais quoi? Merci beaucoup, je t'adore. Donc n'hésitez pas effectivement à prospecter mais différemment et même effectivement en conciliant vie perso et vie professionnelle, forcément il y aura des retombées. Voilà. Merci. Donc pour tous les cas, si on résume vraiment, c'est préserver votre équilibre perso pour être performant dans votre vie pro. Donc c'est un équilibre, comme tu disais toujours Benoît, et chacun son propre équilibre. En plus, on a des cas différents. Vous travaillez ensemble. Benoît,
tu as cet équilibre, on va dire, entre guillemets, linéaire calqué à ta fille, qui est finalement ta priorité. Ouais, ça va. Et ma femme, elle me redescend sur terre aussi. Donc elle est très simple, très... voilà. On n'est pas une famille... des deux côtés, on n'est pas né dans l'argent. Donc voilà, elle a les vraies valeurs de la vie et du coup, c'est top. Ça permet d'équilibrer, de redescendre et c'est ça qu'il faut, quoi. C'est un équilibre familial et c'est ça qui amène la performance. Vous êtes bien dans votre tête, dans votre couple, avec vos amis et ça va se ressentir de toute façon au boulot, c'est sûr. Vous allez être épanoui, vous allez être souriant, voilà. Vous arrivez au boulot, vous êtes pris la tête avec votre mari, votre femme, il y a des histoires, vous n'avez pas envie, quoi. Donc très important, là, la structure personnelle et familiale, tout ça, c'est... Ouais, carrément. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a le troisième modèle d'Igal aussi. C'est de se dire vraiment, c'est une vie, on va dire en 2 temps. En gros, le vie une semaine sur 2. Une vie dédiée aux enfants à 6 heures, une vie dédiée au travail. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a le panel de tout équilibre qui puisse exister. Donc on ne peut pas me dire, c'est pas possible. On entend, moi j'ai des enfants amenés à l'école, j'ai ci, j'ai ça, et on voit pertinemment qu'il y a toujours une organisation propre à soi-même. Et là, l'efficience, elle est importante, parce que chaque seconde passée dans une tâche non utile, elle n'est pas passée avec ses enfants. Et du coup, on a vraiment trois organisations différentes, c'est intéressant. Conseil, on en a parlé. On va parler organisation maintenant. Organisation journalière, un petit peu, comment ça se passe? Ben là, nous, au fil des années, finalement, l'organisation journalière, elle a vraiment complètement été bouleversée et puis elle a changé, hein, puisque au départ, vous l'avez compris, moi j'étais tout seul. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul? Vous faites la prospection le matin, vous essayez de caler vos rendez-vous l'après-midi et le soir, et vous repartez pour faire la même chose. Et entre-temps, bien sûr, vous calez les rendez-vous notaires et autres. Et puis, plus on a avancé finalement, plus vous avez possibilité de déléguer des tâches. Moi, assez rapidement, j'anticipe peut-être une de tes questions, mais rapidement, on a délégué la partie prospection. Quand je parle de prospection, c'est vraiment la partie boîtage, hein, donc flyer dans les boîtes aux lettres, où là, moi, je crois que c'est à partir de un an d'activité, où là, j'ai vraiment j'ai délégué 100% de cette partie-là, puisque ça n'a pas une grande valeur ajoutée, et à un moment donné, vous avez des choix à faire. Mais c'est vrai que pour revenir à l'organisation journalière, aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque on a une organisation un peu particulière, puisque c'est Elodie et moi dans la structure qui rentrons les biens, et on a des personnes qui sortent les biens, donc on est beaucoup plus concentré. Au fur et à mesure, finalement, on fait moins de tâches différentes, et on se spécialise justement dans la tâche qui nous est consacrée, les tâches qui sont à forte valeur ajoutée, forcément. Ouais, du coup, ça rejoint la notion d'efficience qu'on disait. Et puis, je ne sais plus si c'est Sébastien ou si c'est toi dans ta présentation qui parlait qu'à un moment, tu délègues là où tu n'as non pas de valeur ajoutée, mais pour se concentrer vraiment sur le métier et vraiment les tâches du métier. Le métier, c'est le client. Donc, dès lors qu'on a pu, d'un point de vue trésor, déléguer cette partie prospection, tout en maîtrisant le marketing, la com et la création de contenu, on l'a fait pour se concentrer au terrain, à la rencontre des clients, au rendez-vous autres, et maintenant avec l'équipe aussi, pour se concentrer sur eux, parce qu'on a le rôle de manager depuis peu. Et au fur et à mesure, vous évoluez dans votre activité, en fonction du chemin que vous voulez donner aussi, grossir ou pas, travailler à 2, travailler tout seul. Voilà, faut essayer de prendre en compte des tâches qui sont les moins added value, les moins de valeur ajoutée pour vous, pour vraiment être votre cœur de cible et le client restant votre priorité première, quoi. Alors, moi, c'est assez cadré, parce qu'en fait, on met un système de process en place quotidien. Donc, généralement, c'est tous les matins, on a un point fixe avec l'équipe où on parle d'activité de la veille et de celle qui arrive en fait, de la journée, qui dure un quart d'heure. Et tout à l'heure, tu disais qu'au téléphone, on doit s'amuser. Et justement, pour dédramatiser après le point fixe, qui n'est pas forcément toujours rigolo, mais il doit être impératif, on fait de la pige. Et le but, c'est vraiment de s'éclater pour aller ensuite en prospection, mais de bonne humeur. C'est pas rester sur une fausse note d'un point fixe ou d'une réunion qui s'est mal passée, mais c'est de la pige où effectivement on a des scénarios et des méthodes assez bien rodées qui marchent même plus que très bien. Et généralement, on est après remonté à bloc pour partir 2 heures en prospection sur le terrain, en porte-à-porte. Et on en refait 1 heure l'après-midi. Alors le matin, on va voir uniquement les prospects sur nos secteurs. Et l'après-midi, on va voir nos prescripteurs ou nos centres premiers, tout dépend comment on les appelle, parce qu'on a toujours 2 messages différents et on ne va jamais en prospection avec 2 messages dans la poche. Autant se concentrer, focus sur un seul message. Et comme il est connu qu'un bon commercial n'est pas du tout organisé, s'il y en a un qui me dit ici qu'il est organisé, bon commercial, c'est juste de la politesse. Tout ce qui est annexe, donc tout ce qui est effectivement rendez-vous de compromis, signature, visite, ça c'est l'assistante qui me fixe tout sur mon planning et en me laissant entre 15 et 20% de temps pour les imprévus. Voilà. Ok, super. Ouais, alors pour moi c'est
un petit peu plus difficile parce que étant seul, forcément, j'ai pas l'assistante, même si je pense que je vais m'orienter vers ça bientôt. Mais moi, je suis très désorganisé. J'ai pas vraiment de semaine type. C'est ce que tu as dit. Ouais, non, mais c'est clair. Je suis vraiment une catastrophe. Bon, mais voilà, mon organisation a changé au fil du temps. Maintenant, le lundi, généralement... Bon, alors dimanche, bien sûr, je travaille pas, sauf exception. Le lundi, c'est ma journée administrative. C'est celle où je rédige mes estimations. Je fais... Voilà, je regarde un petit peu les statistiques, je fais mes suivis clients, je les appelle pour faire un petit peu les bilans sur les biens qui sortent pas. Et après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en fait, il n'y a pas de règle, quoi. Alors généralement, je fais mes shootings photos, je fais mes rendez-vous vendeurs, alors les visites, ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, après 18h, je tends à arrêter. Mais les visites, souvent, je les cale entre midi et 2. Et après, le samedi, c'est ma grosse journée visite. Parce que voilà, c'est comme ça que je bosse, moi. Le lundi, je mets le bien en publicité et je fais aucune visite jusqu'au samedi pour condenser un maximum et les faire tous venir le samedi. C'est ma façon de bosser, mais après, voilà, il y a des exceptions et ça peut... c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a 15% de temps qui doivent être organisés pour gérer les imprévus. C'est un peu ça, sauf que moi, je pense que j'ai plus de 15%. Mais voilà, l'orga, elle est comme ça. Après, bon, maintenant, je développe un petit peu des équipes, donc je passe 2 heures par jour à appeler, à aider aussi toutes les problématiques des conseillers qui viennent de démarrer. Pour les rassurer, pour les aiguiller. Donc finalement, les journées sont bien remplies, quoi. Et par contre, oui, au niveau de mon temps de travail, on va dire que je fais du 9h, 20h, quoi. Ouais, après, il y a ma fille, 18-20h, maintenant un peu moins. Mais souvent, moi, je bosse beaucoup le soir. C'est que j'arrive pas à décrocher. Et entre 21h et minuit, c'est là où je suis le plus productif. Et c'est là où je vais faire mes mails, je vais réfléchir à mon marketing. Je peux faire mes templates sur Canva, enfin, je fais plein de trucs. Et quand ma femme m'engueule pour me dire viens monter un peu, je monte. Et du coup, je suis obligé de m'arrêter. Mais c'est comme ça. Mais je pense ce qu'on n'a pas évoqué, en tout cas en termes d'organisation, c'est que si aujourd'hui on peut s'organiser, c'est qu'on a tous fait finalement, on a tous pris l'option d'avoir majoritairement, voire exclusivement, que des mandats exclusifs. Et ça, c'est quand même l'outil essentiel qui vous permet à un moment donné, en tout cas, de vous organiser comme vous le souhaitez, d'avoir le lead finalement sur votre organisation, de savoir quand vous souhaitez faire les visites sur tel ou tel bien. Et ça, c'est l'outil absolu pour pouvoir s'organiser comme on le souhaite. Et un des secrets peut-être de la réussite aussi, quoi. Parce que ça fixe bien les cadres et forcément, votre organisation, elle s'envoie. Vous êtes plus détendu. On parlait beaucoup de pas être stressé en arrivant chez le client. Forcément, l'exclusivité, elle fait que. Enfin voilà, tout roule et vous pouvez mieux organiser votre vie pro, vie perso. Ça fait un peu le lien avec certaines questions d'avant, l'exclu. C'est ça. On n'est pas en panique quand on est en rendez-vous et que le téléphone sonne, puisque on sait très bien que forcément la visite passera par nous. Donc voilà, ça découle de beaucoup de choses, ça c'est sûr. Donc on a encore une fois, comme sur tout à l'heure la partie vie pro, vie perso, trois visions différentes, mais qui sont toutes sur un socle commun. C'est l'exclusivité, c'est le lead de la relation avec l'autre, donc avec le vendeur, matérialisé par l'exclu et naturellement par cet exclu avec l'acheteur. Et c'est de se dire, il y a du boulot, il y a du taf. Vous avez l'option, qui est une top option de faire la chasse, donc d'aller sur la valeur ajoutée maximale et aussi sur le fait de dominer votre marché et d'alimenter vos conseillers. Donc c'est une organisation qui fonctionne très bien. Benoît, c'est différent seul, mais ce qui converge sur tous les trois. Vous avez des équipes. Je fais pas mal de prospection digitale, j'en ai pas parlé, mais parce que est-ce que je fais de la prospection? Alors en physique, j'en fais un petit peu moins, mais c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus sur Facebook, Insta, et ça m'amène des mandats, ça m'amène des contacts. Donc je tends maintenant à me digitaliser et aller sur ces plateformes-là qui sont vecteurs de mandats. Mais il faut être régulier, il faut créer du contenu, et créer du contenu, ça prend du temps. Et voilà, ça c'est vrai que c'est au moins une demi-heure par jour où je crée du contenu. Et après, égal, ton côté, process, Century, on sait que c'est hyper processisé. Et c'est vrai, le point fixe, quand t'appelle, réunion, ta pige, ta pros. Et du coup, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est cadré. Benoît, c'est vrai, nous, quand on s'était vu, tu m'avais expliqué, je l'avais dit à mes équipes. Voilà, les visites, c'est pas compliqué, c'est samedi matin, samedi après-midi. Et on visite toutes les demi-heures. Voilà, et vous vous croisez. Il y a du monde sur le bien? Ouais, il y a pas mal de monde. Vous voulez faire une négociation? Allez-y, mais il y a des visites. Si vous faites une offre qui n'est pas au prix, après, c'est vous, quoi. Et généralement, voilà, et j'arrive à sortir les biens plus rapidement comme ça. Mais c'est des process. Mais pour faire ça, il faut être en exclusivité. Parce que sinon, en mandat simple, si vous prenez le luxe de dire lundi à votre client, je vais vous faire visiter samedi, qui lui dit je peux pas, mais je voudrais faire demain, dites non et vous allez voir si le mandat il est sur une autre agence. Là, l'autre agence, elle va direct faire la visite et ce sera terminé, si jamais il y a offre. Donc voilà. Et cette notion de visite entre guillemets guidée, groupée, elle a un intérêt triple. C'est-à-dire qu'elle a l'intérêt, pour celui qui est le plus concerné, finalement, c'est le vendeur.
Je veux dire, une seule fois, je vais vous déranger en fait. Il Une adore- seule il fois, vous adore allez me ça. laisser les clés. Vous et allez ranger j'ai bien le temps l'appartement pour ou la lui. maison une seule fois. Vous sortez faire des courses, profitez avec vos enfants, allez au parc, faire des trucs. Moi, je gère tout. Et quand vous rentrez ce soir, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. Bon, après, on fait attention selon le prix auquel on prend le bien. Généralement, c'est au prix, mais voilà, il y a toujours des attentes des vendeurs qui peuvent être sur la fourchette haute. Donc, c'est toujours un petit peu le risque. Mais sinon, ça se passe mieux. Ouais, et tout le monde, c'est le confort pour tout le monde. Et le confort pour nous, bah, c'est de se dire, je vais dans un bien, j'y rentre dedans, j'y suis à 100%, je pense pas à ma visite d'après. À la première, deuxième, troisième, je suis focus que là-dessus. On répète, donc on est répète meilleur. tout le temps. La visite, après, on la connaît par cœur. C'est plus fluide et les gens, voilà, on maîtrise mieux son sujet. Et il y a l'intérêt aussi, effectivement, de mettre en concurrence ces acheteurs qui sont pas dans une optique, ouais, j'ai le temps, je vous rappelle, je mène la danse. Sans même parler, il n'y a pas besoin de lui dire, il y a quelqu'un demain, il vient tout seul, Ouais. il voit tes 6 dossiers, ils se croisent entre eux. Ben donc, oui. donc ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille. On en leur tout met cas. pas la pression d'ailleurs, on leur dit pas faites Ouais. une offre vite, sinon on va vous court-circuiter quoi. Mm. Ils le savent, ils le voient en fait. Ça se fait naturellement, Ça se fait ils se naturellement. croisent, donc, Ils le savent. Et c'est vrai que dans l'organisation, nous aussi, le samedi, c'est une grosse journée. Ouais. Ouais, et puis les gens nous disent toujours ah vous avez beaucoup de visites, ils voient tous les dossiers sur la table à manger. Ah ouais vous avez tout ça en visite. Et ouais là il y a pas mal de monde. Ouais c'est un bien qui plaît. Juste me permettre, je vais peut-être casser ce que vous avez vendu tous les trois. Mais pour info, je ne travaille jamais le samedi. Non mais preuve qu'on peut s'accorder du temps libre et faire du chiffre ou être performant, mais voilà. Mais le samedi où j'ai mes enfants, je suis exclusivement à eux, et quand je les ai pas, je suis exclusivement à moi. Je m'accorde du temps libre pour mes passions. C'est important de revenir le lundi matin au bureau reposé et zen. Donc voilà. Donc on peut effectivement choisir de travailler le samedi ou ne pas travailler le samedi. Il y a cette fameuse effectivement image de l'agent immobilier qui vend tout le samedi, ça peut aussi, mais c'est pas parce qu'on ne travaille pas le samedi qu'effectivement on n'est pas performant, donc c'est juste d'organisation en fait. Voilà. Mais de toute façon, après on fait passe sur comme le il suivant, faut. mais sur les visites guidées, à partir du moment où il y a l'exclu, c'est nous qui donnons la règle. Et si la personne veut vraiment visiter les biens, il sera capable de prendre une RTT pour venir le visiter. Ça, Donc ouais, finalement, c'est ces toujours visites, ça. tu peux les faire le vendredi. Et c'est une question de choix. Est-ce que je veux vraiment cette maison? Oui. Ben, je prends 2 heures auprès de mon patron et je viens voir. Oui, puis le leitmotiv qu'on a depuis hier, des discussions qu'on a eues avant l'événement, c'est de se dire il y a autant de méthodes que vous êtes dans la salle en fait. Il faut juste trouver celle qui vous convient et celle dans laquelle vous êtes à l'aise. Et encore une fois, vie privée, vie perso, essayez vraiment de trouver le bon équilibre. Et à partir de là, ça va rouler quoi. Ouais. Question simple, basique. Au bout de combien de temps vous avez atteint les 200 000 euros de chiffre d'affaires? Moi 3 ans. Bon, c'était ma deuxième année complète. J'ai commencé au mois d'août. Première année, je ne sais plus quel chiffre d'affaires. Et puis ensuite, la deuxième année complète, j'avais dépassé les 200. Ouais. Et moi, c'était également la deuxième année. Ok. Et justement, ben, la question qui en découle, pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à ce chiffre d'affaires selon vous? Après si peu de temps, parce que finalement, 2 voire 3 ans, c'est très très rapide. En fait, c'est vraiment en respectant les basiques. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait d'extraordinaire, beaucoup de charges de travail bien sûr. Pour information, nous, le secteur dans lequel on a débuté, on n'était pas du tout originaire du coin, hein, donc on était connu de personne, on était membre d'aucune association, rien du tout. Donc on est vraiment parti de zéro. On n'était pas du métier comme vous l'avez compris aussi. Donc c'est vraiment du travail, de la répétition. De s'améliorer à chaque fois, de se poser les bonnes questions, de dire bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que font les confrères et qu'est-ce qu'ils font de bien. Mais c'est vraiment finalement du basique. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, mais c'est de la répétition, c'est de la remise en question et du travail bien sûr. Et au final, du coup, se faire connaître en fait. Parce que c'est ça que vous veniez du métier ou pas, c'est le fait que les gens pensent à vous le jour où demain je vends, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet, j'appelle Élodie Maxime, j'appelle Iga, j'appelle Benoît, j'appelle Julien. Il faut que le travail de la notoriété, je pense qu'il est très important pour développer le chiffre d'affaires aussi. Tu dirais que vous avez semé beaucoup pendant les 2 premières années? Vous avez exclusivement semé même? Pour récolter à partir de la 2e et 3e une belle récolte? Ouais, beaucoup, ouais. Et puis c'est vrai que dans une autre question où tu posais la question de savoir finalement quel est le secret de la réussite, on va dire, moi je pense que de notre côté en tout cas, il y a eu systématiquement un gros réinvestissement de ce qu'on gagnait justement dans la publicité pour semer toujours plus, parce que finalement on a un métier qui est très prédictif. C'est-à-dire qu'on a quelques indicateurs sur lesquels il faut qu'on porte attention, que ce soit le taux de conversion d'estimation à mandat, ensuite de mandat à vente. Et à un moment donné, plus vous alimentez le pipe, plus vous allez vendre, quoi. C'est finalement assez simple. Dès l'instant où vous avez un process qui fonctionne, vous n'avez qu'à l'alimenter un peu plus pour fonctionner encore mieux. Moi, pour mon côté, j'ai fait un petit peu plus de ventes sur la 3e année, mais surtout ce qui a fait le gap, c'est la défense de mon barème d'honoraires en fait. C'est que j'ai gagné plus de confiance sur la défense de mes honos
Et si la première année, j'étais à vouloir un petit peu baisser mes honoraires pour prendre des mandats parce que je voulais gagner des parts de marché, en troisième année, c'était plus la même règle, quoi. C'était plus le même jeu. Donc c'était les honoraires, c'est ça, et il n'y aura pas de négociation. Parce que ma valeur ajoutée, elle n'a pas de prix, et le service que je vais mettre en place pour mes clients, voilà, je fais en sorte en tout cas qu'il soit au top. Et c'est ce qui m'a fait faire des commissions un petit peu plus élevées. Et je suis rentré aussi sur quelques transactions avec des prix moyens un peu plus élevés. Mais ça, c'est venu plutôt sur la 4e et la 5e année. Les gros biens, ça arrive plus tard. J'ai mis du temps. J'ai commencé par les petits biens à 100 000, 200 000 euros pour me faire un petit peu la main parce que je n'avais pas ultra confiance en moi. Enfin, même si, voilà, au début, j'y vais charbon, on y va motivé. Mais voilà, la défense du barème d'honoraires, c'est clairement ce qui va faire le gap en disant vous pouvez faire 10 ventes à l'année, mais vous pouvez aussi faire 10 ventes à l'année avec des honoraires non négociés et le chiffre d'affaires peut être décuplé de 50-100%. C'est très important. Alors, me concernant, en fait, il y a un basique qu'on m'a appris, que je n'ai jamais abandonné, parce que pour moi, c'est vraiment l'article premier de l'agent immobilier ou du conseiller immobilier, c'est vraiment la prospection. J'avais fait déjà un gros chiffre la première année, mais pas très loin de 200 000, mais pour répondre à ta question plus en détail, c'était en dessous. Mais la prospection fait partie intégrante de l'activité, qu'on ait 1 an d'activité ou 20 ans. Ceux qui pensent pouvoir s'en passer, même après 20 ans, c'est juste une hérésie totale. On prospecte différemment, c'est vrai, mais on est tous les jours sur le terrain. Donc, pour moi, c'est vraiment la base. Donc, la prospection terrain chez les clients, mais aussi la prospection sur les réseaux sociaux, mais également au quotidien, quoi. Chez le boulanger, chez le primeur, chez le boucher. Je sais que j'habite à 20 bornes de l'agence. Je pourrais consommer près de chez moi, mais je consomme volontairement près de l'agence. Alors, la petite blague, c'est que la boulangerie près de l'agence est juste infâme. Non mais vraiment, mais en fait, elle me voit tous les soirs prendre ma baguette et je mange pas de pain. Je la file à un SDF qui est au feu rouge à côté de chez moi. Mais c'est pas une blague, je vous assure, c'est vrai. Mais elle me voit tous les jours et par semaine, j'ai en moyenne 2 infos. Et si je n'allais pas prendre ma baguette tous les soirs, j'aurais pas cette info en fait. Donc la prospection, franchement, l'abandonnez jamais. C'est vraiment primordial dans le métier. Ne croyez pas que parce qu'on fait 300, 400, 500, 900 000 euros de chiffre d'affaires, que ça nous tombe tout cuit et qu'on attend juste au bureau ou à la maison. Être sur le terrain, c'est primordial. Pour avoir des exclusivités aussi, c'est lié à la prospection. C'est que si on n'est pas en amont des projets, ça veut dire qu'on rencontre des clients, ils ne savent même pas qu'ils vont vendre. Tout à l'heure, tu le disais, mais c'est vraiment ça en fait. Ils ne savent pas qu'ils vont divorcer, qu'ils vont avoir un bébé, que papy va décéder. Et en fait, c'est à force de nous voir en fait, toutes les semaines, tous les mois, où ils vont se dire, bah, finalement, il y a un gars qui est sympa, c'est égal, tiens, je vais le rappeler pour l'estimation. Et il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà. Okay. Agrémenté avec les nouvelles technologies et par rapport effectivement au chiffre d'affaires qu'on fait, mais la prospection, c'est vraiment la base du métier en fait. Nickel. On va aborder, alors ça, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. 2 questions, après je vais laisser un petit peu qu'on puisse vous poser des questions. Ça, c'est des questions, en fait, les questions que je vous pose, c'est des questions où j'avais fait un petit peu des sondages pour savoir les questions principales parce qu'il y en a qui sont timides, qu'on n'osera pas prendre le micro. Ouais. Si vous deviez recommencer au fin fond de la France, vous repartez à zéro pour des raisons X, Y, vous déménagez, vous n'avez aucun réseau, par quoi vous commencez? Moi, j'envoie Maxime en premier. Je défraîchis. L'organisation idéale, j'ai envie de te dire que je pense qu'on ferait exactement la même chose finalement. C'est pas parce qu'on n'a pas fait d'erreur, justement, bien au contraire. On a éprouvé les erreurs très très vite pour justement nous améliorer au fur et à mesure. Toujours une remise en question permanente et puis les basiques, comme on disait. On en revient toujours à la même chose, mais c'est vraiment ça. Et avoir foi finalement au fait que, encore une fois, dès l'instant où ça commence à fonctionner, si vous souhaitez en tout cas augmenter votre business, il suffit d'augmenter encore une fois les entrées, mais on ferait exactement la même chose, très clairement. Ouais, c'est ça, prospection, on en revient au basique, mais tu prospectes, tu te fais connaître, tu crées ta notoriété, et à partir de là, après, par rapport à ce que tu as eu de ton expérience d'avant ou autre, tu mets d'autres actions en place, tu mets des actions en place différemment pour produire. Je pense que Sébastien parlait de tout à l'heure de Johan de chez IAD, là, qui est parti de Paris pour aller à Aix-en-Provence. Ouais, il a tout repris de zéro. Et après, les leviers de prospection, ils sont divers et variés. Peut-être que vous allez être plus à même d'aller chercher votre baguette tous les soirs chez la boulangère, très souriante, mais où le pain n'est pas bon. Il y en a d'autres, c'est les associations d'écoles, il y a du réseautage, il y a du boitage, il y a de l'Internet, il y a le sport, il y a toutes les personnes que vous pouvez côtoyer. Donc la prospection, pour se faire connaître, elle prend des images diverses et variées. Il faut trouver la vôtre et il faut se faire connaître et faire parler de soi. Moi, je reprendrai ce que j'ai fait sur ma ville, puisque je ne suis pas originaire de Paris.
J'avais aucun réseau quand j'ai commencé il y a 9 ans sur cette ville, Asnières. Je connaissais personne. Donc je prends mes 1500 boîtes aux lettres, je me pose déjà dans la ville et je me dis, allez, les 1500 boîtes aux lettres autour de chez moi, ça va être mon nouveau terrain de jeu. Et puis c'est pige, prospection intensive et porte à porte, on va voir les gens, on fait du contact. Et ça devrait marcher avec la persévérance. Bon, je vais faire une réponse de Normand, je suis désolé, mais je ne suis pas certain que notre activité dépende de la zone où on se trouve. On a la preuve autour de nous à chaque fois. En fait, moi, j'ai des amis qui sont sur Gap, qui est un petit village où ils font 300 000, d'autres qui sont sur Paris où ils font 30 000 à l'année. Je reste intimement convaincu qu'il y a de l'activité et du business à faire partout en France, et que si on a un process et une organisation qui est mise en place dès le départ, on peut être où on veut, ça fonctionnera en fait. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de zone géographique qui est effectivement plus porteuse qu'une autre. Alors certes, on a des zones, peut-être comme chez toi, où la vente moyenne ou la commission moyenne est peut-être plus élevée qu'au fin fond de la Dordogne, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec une activité récurrente, qu'on soit à Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, où on veut, l'activité marchera, quoi. Ok. Est-ce qu'on a un micro en salle pour pouvoir, si certains et certaines veulent poser des questions, pour pouvoir le faire? Ouais, super. Non, garde-le, c'est vous qui allez répondre. Moi, ils m'ont entendu 1h30 déjà, donc... Il y en a un qui peut être en salle, ou alors sinon, on va faire tourner le Covid, c'est bon? Vous avez au test, hein? Voilà, nickel. Après demain, on puisse kiffer demain aussi. Je vais passer ce micro. Marion Dessy, je vous remercie. Et après, vous le faites passer comme ça, profitez vraiment du moment. Catherine, au groupe C2I. Alors, est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous raconter le moment, l'anecdote, alors peut-être une rencontre, un déclic, au moment où tout a basculé et vous êtes dit, jamais ça sera comme avant? J'ai pas compris. Dans le Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ça sera plus jamais comme avant, c'est-à-dire. Ça sera jamais plus comme avant Au niveau de la machine qui part. Au niveau pro, c'est-à-dire que pro, vous avez compris quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez le déclic qui a basculé et vous vous êtes dit, ça sera jamais plus comme avant, je ferai plus comme avant, ma vie sera différente. Moi, un déclic quand même qui était vachement important, c'est le moment où je me suis dit que je ne ferai plus jamais de mandat simple. Et là, forcément, ça vous ouvre beaucoup plus de portes. Et quitte à être beaucoup plus détaché justement en rendez-vous, d'expliquer l'intérêt que le vendeur a à travailler avec vous en exclusivité. Et dès l'instant où vous êtes vraiment convaincu de ça, forcément vous êtes plus convaincant. Et ça amène beaucoup plus de business, beaucoup moins de stress, ne pas être juste à subir l'emploi du temps, à vraiment avoir le lead sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que moi, le déclic, ça a été vraiment ça. Et ce déclic-là, je l'ai eu assez tôt finalement, parce que je pense que j'ai dû travailler en mandat simple, avec des mandats exclus pendant 6 mois, et après je me suis dit j'arrête et je fais que du mandat exclu. Donc ça serait ça, s'il faut trouver un déclic en tout cas. Le déclic, on a tous plus jamais envie d'en entendre parler, mais je pense que le déclic sur le métier, notre façon de fonctionner à tous, c'était le Covid aussi. Pour ceux qui ont une expérience de plusieurs dizaines d'années dans l'immobilier, il y a eu un déclencheur sur le fait qu'il fallait qu'on accompagne les clients différemment sur la découverte du bien et autres. Donc d'un point de vue techno, je pense que l'année 2020 a changé pas mal de choses dans notre façon d'apprendre le métier et dans la façon de communiquer avec nos clients. Ouais. La digitalisation et... voilà. Moi, j'ai pas trop d'anecdotes là-dessus. Déclic, on n'est jamais en zone de confort au final, même sur un secteur. Donc, des rencontres, on en fait tous les jours. Un déclic, non, je sais pas. J'ai rien de particulier qui m'est en tête. Vas-y, toi, si tu veux, c'était un truc. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, c'est une rencontre, effectivement. Au début, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu m'avais espionné pendant 8 ans, en fait. Donc, oui, c'était moi derrière la boulangère. Julien, tu es tendancieux là, par contre. Donc, non, mais au départ, j'ai commencé ce métier, je connaissais rien, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai appliqué les méthodes, j'ai pris mon book. Et puis, comme c'est Century 21, puis que c'est égal, je me suis dit, je suis le plus beau, le plus fort, donc forcément, le client va signer. Et puis, je me rendais compte que non, parce qu'il manquait un ingrédient, en fait. Donc, on a beau s'appeler effectivement Optium, Century 21, La Forêt, Orpi, qui on veut, mais qu'on le veuille ou non, le client nous est à nous en premier, en fait. Certes, on a des méthodes, des process et des actions qui le rassurent,
mais l'individu en face qui lui parle est vachement important. Et le déclic, ça a été quand j'ai compris, et c'est triste de le dire, hein, mais je l'accepte, qu'il fallait s'intéresser plus à la personne et à son projet qu'à mon entité, à mon agence et à ce que j'avais à lui vendre. Mais vraiment. Et quand j'ai compris ça, et ça fait une claque, hein, parce que je vous assure, quand on vous dit ce que tu fais, c'est que de la merde, il faut tout revoir parce que ton client, tu t'en fous et il le sent. Mais quand j'ai compris qu'il fallait s'intéresser au client et sans lui, j'étais rien, ça a été vraiment le déclic. Et à partir de là, c'était vraiment très facile. Et même mes rendez-vous, c'était plus une pièce de théâtre qu'un rendez-vous stressé où je faisais mon estimation, mon rendu d'estimation, ma vente de service. Et maintenant, je garde cette ligne de conduite où ma priorité, c'est vraiment l'intérêt du client qui est vraiment au cœur de ma relation, quoi. Voilà. Super. Ok. Ouais. Bonjour à tous. Sacha, donc je suis le fondateur de MyNotary. Merci pour vos témoignages, c'est super inspirant en fait. C'est toujours agréable d'entendre des personnes qui ont réussi à expliquer comment ils y sont arrivés. Alors moi j'ai une question. Est-ce que votre réseau de partenaires participe à votre réussite? Je pense aux courtiers, aux diagnostiqueurs et aux notaires bien sûr. Est-ce que ça, on en parlait tout à l'heure, donc il y a tout le travail administratif et connexe. Est-ce que d'avoir des bons liens avec ces partenaires-là, ça participe avec votre réussite? Je suis ici. Hein. Ah, voilà. Pardon. C'est une me mise mettre en debout, avant. mais le temps de me déplier, ça prend un peu de temps, je suis un peu grand. Voilà. Ah mais oui, je t'ai vu tout à l'heure à la pause clope. Ouais. Si, je vois très bien qui tu es. Puisque j'ai le micro, oui, nous les prescripteurs, c'est très important. On a une application même qui a été créée par le réseau pour ça. Donc tout est automatisé et pour moi, c'est... allez, 20% de mes ventes, on va dire, ça vient par des prescripteurs, donc ils sont divers. C'est pas forcément des diagnostiqueurs, parce que déontologiquement, ils peuvent pas le faire. S'ils le font pour un, il faut le faire pour d'autres. Donc c'est pas les diagnostiqueurs qui amènent le business. Les notaires un petit peu, mais aussi il faut faire attention. Et, voilà. Mais moi, c'est surtout mes anciens clients, en fait, c'est les ambassadeurs. Vos ambassadeurs, c'est les prescripteurs, c'est les voisins. C'est les gens qui sont satisfaits de vous dans un immeuble, ils vont parler à leur voisine. Et voilà, donc oui, ça a une très grosse place et c'est générateur de business. Il ne faut surtout pas l'occulter et mettre l'impasse là-dessus. Il faut créer du réseau et du contact et motiver les gens. Alors nous, c'est 10% des honoraires. Après, selon les réseaux, il y a différents intéressements. Mais ça fonctionne bien sûr. Mais est-ce que, pardon, la question c'était est-ce qu'il y a aussi des liens, donc c'est-à-dire bien travailler avec son notaire ou bien travailler avec son diagnostiqueur ou un courtier, ça permet d'aller plus vite dans la transaction et d'offrir un meilleur service? Ouais, ça carrément. Oui, bien sûr. Ouais, moi je travaille avec un diagnostiqueur depuis des années. Le notaire c'est toujours le même. Après, on n'a pas toujours la main sur les notaires, mais on en parlait hier en plus de ça. Quand on peut, on place sur un notaire en particulier avec qui on a l'habitude de travailler et on sait que ça va aller plus vite. Il y a aussi une entente. Et c'est la personne humaine. Enfin, voilà, les notaires sont tous différents, ils ont tous leur caractère. Et on essaie de s'entourer des gens, encore une fois, avec qui on s'entend le mieux, avec qui ça passe. On a le feeling et tout le monde y gagne, quoi. En fait, le mot que tu as employé, c'est le mot service qui est hyper important. C'est-à-dire, nous, on part du principe que donc on bosse avec 2 courtiers, un diagnostiqueur et des notaires. En fait, on pense vraiment que ces personnes-là, qui vont rencontrer l'acquéreur et ou le vendeur, doivent être la continuité de notre façon de travailler. Voilà. Et les notaires, c'est ça. Moi, je suis agent immobilier, je ne fais pas signer de compromis. Pour moi, c'est chacun son métier. Et du coup, on est content de pouvoir recommander des notaires avec lesquels on sait que le suivi sera top et vice-versa. Alors, il y a certains notaires qui le font, d'autres qui ne le font pas. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien de recommander une agence ou pas. Mais les courtiers, notamment, c'est vraiment un service qu'on propose. Le diagnostiqueur, le fait qu'il soit réactif, et le notaire, si les clients souhaitent un notaire réactif, s'ils n'en ont pas. Donc, la notion... d'interdépendant, je ne sais pas si on irait là, mais on est vraiment là pour travailler tous main dans la main, en fait. C'est exactement ça. En fait, on est vraiment une équipe, en fait. Alors, moi, pour info, tous mes compromis, je les signe en agence. Donc, le notaire apprécie. Et il est d'accord pour prendre un quart d'heure pour valider, soit le notaire, vendeur ou acquéreur. Hein, les deux ont le projet auparavant. Mais ça leur rend tellement service, effectivement, qu'on signe tous les compromis en agence, qu'ils prennent un quart d'heure pour nous valider. Donc, en fait, on a vraiment des bons rapports. Ils nous apprécient bien pour ça. Et du coup, ça facilite la transaction pour répondre à ta question. Le diagnostiqueur, alors on a tous la belle maison où on va se dire on va la vendre rapidement. Puis tu reçois le diag, tu es classé en F ou en G. Et là, tu commences à avoir la goutte de sueur qui coule sur le front en te disant mais à qui je vais la vendre cette baraque, personne ne la voudra. On est tellement une équipe qu'en fait, on demande aux acheteurs et on ne le fait pas nous. On leur donne les coordonnées et eux-mêmes appellent les diagnostiqueurs pour qu'ils soient rassurés effectivement sur le pourquoi c'est en F, pourquoi c'est en G. Est-ce que c'est un problème effectivement d'isolation? Est-ce que c'est un problème lié à la maison ou juste d'années de construction? Et je trouve que ça rassure ta vente et ça la concrétise. Donc oui, effectivement, pour répondre à la question, ça assure la vente et ça accélère
les délais. Et enfin, le dernier interlocuteur, c'est le courtier. Alors nous, c'est juste pas négociable. Il n'y a aucune visite faite tant qu'on n'a pas l'aval du courtier. Donc on fait toujours une première découverte à l'agence. On fait recevoir l'acquéreur par un courtier. Et tant qu'on n'a pas l'aval, il n'y a pas de visite. Voilà. Au moins, ça incite le client effectivement à faire la démarche. Il a beau dire j'ai pas le temps, sauf qu'il veut bien acheter, il aura un quart d'heure à vous accorder ou 1 heure pour la visite. Mais de la même manière, il aura une demi-heure pour rencontrer le courtier et pour valider effectivement le financement avant la visite. Voilà. Ok, super. Alors, j'ai une autre question. Bonjour Virginie. Alors, vous êtes tous les 4 issus de structures différentes. Donc, vous avez créé votre agence, Mandataire Indépendant et Sentieri 21. Et je voulais savoir, est-ce qu'après tellement d'années d'expérience, est-ce que vous faites encore de la prospection dure, la pige, le boitage? Ou est-ce que vos mandats rentrent par recommandation essentiellement? Alors nous, ça a été un choix, mais on n'a quasiment jamais fait de pige. Alors qu'on sait que c'est générateur effectivement de business, mais c'est vraiment un souhait. On continue vraiment à beaucoup prospecter et à faire beaucoup de boitage parce que ça fonctionne chez nous. C'est vrai que je sais qu'il y a des endroits où ça fonctionne moins bien. Alors après, il faut essayer aussi de se renouveler et d'avoir quelque chose d'un peu plus impactant ou différenciant par rapport à la concurrence forcément. Et aujourd'hui, finalement, on a beaucoup de nos mandats, enfin, la plupart, c'est des recommandations, c'est des personnes qui nous voient aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des réseaux sociaux, mais c'est générateur de pas mal de mandats, hein, ça c'est clair et net, ou des personnes finalement qui entendent parler de nous et qui ne sont pas du tout sur notre secteur et qui finalement font appel à nous parce qu'elles nous ont connus sur les réseaux sociaux. Donc, mais il faut toujours garder en tête en tout cas de garder les basiques, et ça je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que le business il fonctionne qu'il faut arrêter les basiques, arrêter la prospection, en dur, la pige pour ceux qui font la pige et autres, parce que sinon forcément le business après il va tendre vraiment à s'essouffler en tout cas. Je vais répondre différemment, puis après je passerai le micro. Demain, tu vends ta maison. Est-ce que tu as un conseiller qui est sympa, que tu vois tous les mois? Et puis tu as la magnifique agence à côté aussi, mais tu vois jamais les personnes. Est-ce que tu vas donner ta maison plutôt au conseiller que tu vois tous les mois et tu te dis il est sur le terrain, effectivement, il fait du business, ce gars-là, il me rassure? Ou plutôt la belle agence qui a le joli bureau avec la jolie peinture et le joli tableau au mur? Je pense que si c'est pour ton projet de vie, pour ta maison, tu vas plutôt choisir le conseiller qui est sur le terrain et que tu vois régulièrement tous les mois. Donc en fait, je pense avoir répondu à ta question, c'est que la prospection, elle est juste, mais impérative, mais vraiment, plus qu'indispensable, c'est impérative. Et effectivement, alors, la pige ou pas, c'est un débat. Moi, j'en fais parce que ça m'éclate. Et que, alors là, je me contiens, mais en fait, je suis aussi fou que Julien, je pense, et que le téléphone, vraiment, ça m'éclate. Et j'adore rigoler avec les gens, soit en physique ou au téléphone. Donc oui, moi, je fais tout. Je fais du porte-à-porte, je fais la pige. Alors, ce que je ne fais pas, par contre, c'est du boitage. Parce que je pars du principe qu'une boîte aux lettres ne va jamais nous reconnaître quand on ira en prospection, donc je ne me fatigue pas avec ça. Mais oui, la prospection fait partie intégrante de mon activité. Et si on en est là tous aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est grâce à ça. Donc arrêter ce qui marche, c'est te tirer une balle dans le pied à mon sens. Alors pour ma part, je ne fais plus de pige depuis au moins 7 ans. J'ai dû arrêter à la première année. Donc non, c'est comme vous, j'ai fait ce choix-là. Je ne suis pas un fan. Donc la prospection, j'en fais moins. Mais elle est différente. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle est axée plutôt sur le digital et sur la visibilité. En fait, moi, je suis dans des groupes de villes, sur ma ville, Facebook, etc. Et souvent, je mets des trucs dessus où je commente. Et en fait, on me voit toujours. Donc, elle est plutôt comme ça. Mais je fais plus de prospection dure comme j'en faisais les premières années. Parce que maintenant, vu que ça fait 9 ans que je suis sur le même secteur, c'est quand même, c'est quand même pas mal d'années. Bah, les gens ils connaissent donc et puis chez nous en plus les flyers en région parisienne avec les stop pubs c'est même pas la peine, ils nous appellent pour nous envoyer chier ou sinon ben ça finit à la poubelle. Donc je suis pas une ultra fan du boitage, mais par contre bien sûr quand vous vendez un bien, un panneau vendu et un mailing de proximité pour dire vous avez vendu, nous avons des acquéreurs, ou voulez-vous connaître les derniers prix actualisés du marché sur votre rue ou votre résidence, ça fonctionne bien. Voilà, donc c'est plutôt sélectif la prospection. Super. On va prendre une dernière où encore 2 questions maxi. Je crois qu'il y a là-haut, et Alexandre qui est ici. Voilà, il y a 2, 3, 12. Après, ils seront là pour manger à midi, vous inquiétez pas. On est dans le train ensemble avec Alexandre en plus. On était juste à côté, ouais. Sans le savoir en fait. Bonjour à tous et merci pour tous ces partages parce que c'est vraiment très très intéressant. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, je n'ai jamais atteint ces plafonds-là. Et franchement, enfin, quand je dis plafond, c'est même à atteindre encore plus.
En tout cas, vous êtes tous cordialement invités pour Secret de Pige. Je serais heureux de vous inviter. Ouais, grave. Champion, là. Nous, on vit sur Paris, en fait, actuellement, un retournement de marché, moins d'acquéreurs, des biens qui mettent beaucoup plus longtemps à se vendre, alors qu'ils étaient au prix, alors qu'ils sont au prix. Moi, je voudrais connaître un petit peu votre stratégie par rapport à ça. Si vous avez éventuellement pensé à une stratégie justement par rapport à ce retournement qu'on est en train de vivre actuellement, avec les taux qui sont en train de monter, est-ce que vous avez mis en place quelque chose aujourd'hui ou est-ce que vous attendez que la tempête arrive? Alors, oui. Ouais, non, forcément, il faut essayer d'anticiper un petit peu là, les mois qui vont venir. Alors pour te rassurer, ou je sais pas, en fait, je pense que c'est un peu national ce ressenti-là. Nous aussi, sur Lyon et ses alentours, on le ressent depuis septembre-octobre dernier, où Lyon, Villeurbanne, ces grosses villes-là, les appartements de grosse superficie, ça commence à devenir compliqué parce que les personnes, elles veulent plus des 4 chambres dans Lyon, elles veulent la petite maison qui sera au même prix, un petit peu en recul. Stratégie, je vais vous laisser répondre. Moi, surtout, ce que je pense qu'il faut qu'on mette en place, c'est de la pédagogie auprès des vendeurs, en fait. La pédagogie, c'est un mot hyper important. Et tout ce travail-là, il faut vraiment que... Et c'est une affaire commune. Alors, peut-être que vous avez des confrères sur votre secteur qui gardent encore des prix hauts. Et c'est là où notre boulot, il est hyper compliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un prix de marché, il y a un prix juste et un prix transparent. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux clients vendeurs aujourd'hui que le marché, il change un petit peu. Et malheureusement, peut-être que sur 1 mois et demi en arrière, on pensait tous être pris sur un bien. Et finalement, on se rend compte qu'on est un peu haut placé, quoi. Donc, moi qui suis sur ton marché parisien, je l'ai constaté aussi. Tu sais, là, j'ai 4 mandats exclusifs depuis janvier. Ils sont toujours pas vendus. Genre une visite par mois. Enfin, c'est du jamais vu, quoi. Donc, généralement, moi, quand je rentrais des mandats, c'était sorti en 1 semaine. Donc, va dire après ça aux clients, effectivement, pourquoi. Et surtout, maintenir l'exclusivité, c'est beaucoup plus chaud que ce l'était avant. Parce qu'on part sur 3 mois, mais moi, sur certains de mes mandats, on est au-delà. Donc, c'est de la pédagogie, c'est ce que tu as dit. J'ai changé mon discours. J'alerte sur le fait qu'il y a un nombre de biens plus important, moins d'acheteurs, et que la vente peut prendre plus de temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais aussi, par rapport à ces 4 mandats-là que j'ai en ce moment, bien sûr qu'il y a eu des baisses de prix. Mais à un moment, je ne peux pas dire à mes clients baisser le prix si il est en dessous. Enfin, on ne va pas le brader non plus. Donc, il y a 2 appartements où je me suis séparé de 2 mandats exclusifs le mois dernier. Je leur ai suggéré de faire une mise en location peut-être le temps que, parce que c'est des petites surfaces. Après, on sait très bien qu'aussi la mise en location, ça implique d'autres choses. Imposition sur la plus-value en cas de revente, loyer impayé. Voilà, il y a le taux d'endettement également des propriétaires. S'ils veulent se positionner ailleurs, ça les bloque sur d'autres projets. Mais voilà, donc c'est de la patience, quoi. Il faut leur expliquer et j'ai des biens pour lesquels ça sonne pas, ça bouge pas. Donc ce qui est très important pour continuer à travailler et à gagner sa vie, c'est en permanence chasser des nouveaux biens et arriver à avoir un flux de mandats neufs et qui, on espère, se vendront plus rapidement que d'autres. Par exemple, moi, sur ma commune, on est plutôt saturé sur les 3 pièces. Je veux pas rentrer de 3 pièces. Enfin, en tout cas, j'essaie d'éviter. Et si j'ai et là j'en ai pas mal des gens qui me contactent en me disant oui, on est avec telle agence, ça vend pas, on n'a pas de visite, on veut vous prendre vous. Et en fait, en temps normal, j'aurais démonté l'agence et j'aurais dit allez, on y va, vous repartez avec moi et on retravaille. Je leur dis vous savez, peut-être que en fait vous n'êtes pas posé la question, c'est peut-être juste le marché qui est comme ça. Moi, au niveau de votre prix, je le trouve cohérent. Je pense que l'agence, elle est de bonne renommée. En tout cas, il y a les agences qui travaillent avec qui, voilà, moi je tape pas sur elles. Je dis, je pense pas que c'est forcément un problème d'agence et je suis pas sûr qu'en me prenant, vous allez forcément mieux vendre. Je préfère être honnête avec vous. Et ça me permet de sortir de là cordialement. Et si par contre ils insistent et qu'ils disent nous, on n'est pas content du suivi ou c'est des autres arguments qui sont négatifs, dans ce cas-là, je leur dis ok, je m'en occupe. Mais par contre, je vous mets en garde, c'est pas dit que votre bien, j'arrive à le sortir en 1 semaine. Ça peut prendre peut-être plus de temps. Il y aura peut-être des corrections sur le prix à effectuer. Mais c'est les acheteurs qui ont la main en ce moment, c'est plus vous. Voilà. Pour compléter, je vais me contredire, mais je pense que par contre c'est le seul point effectivement où la zone géographique a une influence importante. Tu es en région parisienne, je pense, c'est ça? Donc en fait, quand tu dis que ça met du temps à sortir, c'est qu'avant tu le vendais en 1 heure, maintenant tu le vends en 3 jours, c'est ça, grosso modo? Franchement, il y a des biens où ils mettent beaucoup plus longtemps et en fait on le comprend pas. J'extrapole, mais je comprends aisément. Mais alors c'est vrai que j'avais beaucoup de confrères autour de moi pendant ces 2 années qui me disaient ça rentre tout seul, on n'a rien à faire. Ouais, effectivement, c'est vrai. Et je te rejoins, c'est qu'on a plus un rôle effectivement à éduquer en fait les clients au fait que ce soit plus facile comme 2 ans en arrière.
Donc, c'est vrai que moi, sur Marseille, on peut faire effectivement un premier rendez-vous d'estimation et un second pour prendre le mandat. Sur ton secteur, si tu fais ça, il y a 15 agences qui sont passées, qui t'ont pris le mandat, donc je peux comprendre que ce soit plus compliqué. Mais moi, je demande à ce que le premier rendez-vous d'estimation dure grosso modo 1h30, parce que tu crées ton lien avec ton client, tu lui expliques comment ça va se passer, et si tu as un lien, tu lui prendras le mandat au prix du marché. Et sur Marseille, à l'agence, on a un délai de sortie de 29 jours, délai moyen. Donc ça n'a pas forcément beaucoup augmenté chez nous, mais on a ce luxe, effectivement, de pouvoir faire 2 rendez-vous entre l'estimation et la prise de mandat, et je peux comprendre que sur Paris, c'est pas possible, quoi. Donc peut-être qu'il n'y a pas ce travail effectivement d'éducation que tu peux faire pour dire à ton client, le marché a changé, et à ce prix-là, on ne va jamais le vendre, quoi. Ça se comprend. Ok, on va prendre une toute dernière question pour 2 raisons. La première, c'est que Benoît, et c'est la principale, il a son chauffeur de la classe, chauffeur et tout. Ah, il a ma voiture. Franchis ta voiture. On drifte pas sur la route. Je vais manger dans ta voiture, je vais en mettre de partout. Ce qu'il a assuré, pour vous dire, en fait, il part là avec le club Excellence Safety, il part à Rome, il a son vol à Marseille d'ici 3 heures. Ouais, donc j'avais dit, voilà, on fait une dernière question. On prend une photo, on immortalise le truc en selfie ensemble. Vous leur ferez une putain d'Ola et DJ, tu nous mettras la musique, hein, Dylan, sur la Ola pour vous. Et on prend la dernière question et après Bruno nous fera une petite intervention sur Proprio à tout prix et on se dirigera gentiment vers notre pause déjeuner. Et aussi, dernière chose, Benoît va partir, Rigal, toi tu pars ce soir. Donc vous pourrez échanger avec lui à midi, profitez-en. On regrette vraiment, on espère qu'il y aura des replays ou des trucs, quoi, parce que là, t'envoies du lourd, là. Ça, il y aura, j'ai envie de tout voir. Je t'envoie même des snaps ce soir. Vas-y. Je t'enverrai les miens aussi, bon, tu vas voir. Et après, pas après 23h. Ah ouais, t'as raison. Et après, Elodie Maxime reste les 2 jours, donc parlez-leur ce soir, tout à l'heure, à midi, demain. On est là pour ça. Et tout le monde, ne discutez pas juste avec les copains du réseau. Vous voyez toute l'année. Profitez, là, échangez entre vous. Nous, on est super contents de vous voir aussi, même si on ne voit pas tous beaucoup. Mais voilà, c'est du partage, on donne des conseils et ça nous fait plaisir. Donc, on est très contents, en tout cas, de pouvoir vous éclairer ou vous conforter sur certaines stratégies. Voilà. Qui va avoir la responsabilité de la dernière question, The Last? C'est moi, Julien, c'est Kamel. Ah là là. Bonjour à tous. Alors que moi, je voulais revenir sur l'exclusivité, quasiment à 100%, parce que votre chiffre, il est impressionnant, mais l'exclusivité à 100%, c'est pour moi encore plus impressionnant. J'y arrive pas, absolument pas d'ailleurs. Et ça fait 10 ans que je fais ce métier, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est difficile de dire non à un client vendeur qui vous dit oui pour un mandat simple, voire oui avec un mandat simple sans concurrence derrière? Vous dites quand même non au mandat? Alors non, on était plutôt catégorie parce que les mandats qu'on a sur l'agence, on a un seul type de mandat. Basta. C'est mandat exclusif. Donc c'est sûr et certain que oui, on lui dirait non. Mais surtout, dans le but, réellement, on convertit... sincèrement, je pense 95% des personnes qui nous disent vouloir un mandat simple ou ne pas vouloir d'exclusivité en mandat exclusif. Il faut juste être convaincu, avoir réponse finalement à toutes leurs objections et surtout essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori, forcément. Parce que c'est mon voisin qui m'a dit de surtout pas faire ça, c'est parce que j'ai une mauvaise expérience avec une autre agence, c'est parce que je ne veux pas être complètement lié avec vous pendant 3 mois, j'ai peur que vous ne vous occupiez pas de mon bien ou autre. Et on a réponse vraiment à toutes ces objections. Donc encore une fois, si on en est convaincu, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le convaincre. Et vraiment, je pense qu'on perd peut-être 5% des mandats où absolument ça passait pas, mais c'est très très rare quand même. Voilà pour ma petite réponse. Merci. Pareil pour moi. Le tout, c'est pas de dire non, je ne travaillerai pas avec vous en cas de mandat simple, c'est de lui expliquer pourquoi. Et effectivement, généralement, à 95% des cas, en fait, on arrive à transformer un non en oui et quelqu'un qui voulait un mandat simple passe en exclusivité. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, mais il faut tout déconstruire et reconstruire. Mais ouais, et j'ai même envie de dire, en fait, c'est quand vous ne voulez pas travailler avec quelqu'un qui va vouloir travailler avec vous. Parce que moi, souvent, c'est ça en fait, qui surprend. Je dis, ah bon, mais toutes les agences, elles sont OK pour signer un mandat simple, vous vous dites non? Je dis, non, moi, je ne travaillerai pas avec vous. Il est hors de question que je travaille avec vous dans ces conditions-là, comme tu as dit tout à l'heure, Julien. Mes conditions de travail, elles sont ça, pour vous délivrer un maximum de services et pour être sûr aussi que j'ai mon retour sur investissement, parce que je vais passer du temps et de l'argent pour vous et pas pour un autre. Et bien, si vous voulez avoir 100% de chance de réussite, il faudra passer par ce contrat-là. Maintenant, je les oblige jamais à le faire, mais après, généralement, ça revient. Merci. Alors, je suis le vilain petit canard, je suis désolé, les gars. Mais toi, c'est toujours non. Hein. Ouais, mais... Qu'est-ce que j'ai fait de dire que tu prospectais avec tes enfants? Non, alors, le tout, c'est de comprendre pourquoi, en fait, il vous dit non. Et un client qui a un vrai projet et le bien est au prix, très clairement, qu'il soit en exclu ou pas, alors même si j'ai un gros taux d'exclus, mais en exclu au mandat simple, je le prends le bien. Parce que s'il est au prix et qu'il a un projet, il y a de grandes chances que j'ai l'acheteur en fichier et que je lui vende son bien, en fait. Donc, c'est savoir pourquoi il ne veut pas de mandat simple, première raison.
Et souvent, on ne pose pas la question, c'est que pas d'exclusivité. Ok, d'accord, je vous donne le simple. Donc, cherchez à comprendre pourquoi. Mais des fois, il y a des cas atypiques. Je pense à des successions où il y a plusieurs héritiers qui, malheureusement, n'ont pas le choix. Je pense où il y a vraiment des fois quelqu'un de la famille qui est dans l'immobilier, il ne veut pas le vexer. Donc, je peux passer à côté d'une affaire parce que le gars m'a dit non, je n'ai pas un égo surdimensionné. S'il me dit non, mais qu'il a un vrai projet et que le bien est au prix, je le prends et généralement, on le vend aussi. Donc, je ne suis pas obtus à ce niveau-là. Voilà. Merci. Okay, super. Merci beaucoup. Ok, tu peux envoyer la musique.